Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le sujet de la réforme de la facturation électronique. C'est un sujet qui est au cœur des directions financières, car en effet, les entreprises ont désormais moins de 18 mois pour se conformer à cette réforme. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, sur un aspect purement technique, quelques informations pratiques. Donc, les micros et les caméras sont coupés. Si vous ne m'entendez pas en revanche, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'onglet questions-réponses. Et puis, pour poser vos questions relatives au webinaire, vous pouvez également cliquer sur l'onglet questions-réponses. On prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. En quelques mots, le cabinet Juliette Sterwen accompagne la transformation des organisations d'un point de vue stratégique et innovation. On part du principe qu'une transformation est multidimensionnelle et nous avons 4 dimensions pour adresser la transformation. Au sein du cabinet, nous avons aujourd'hui 25 expertises que l'on classe sur ces 4 dimensions que sont le business, le people, l'agilité et le digital. Donc c'est un plaisir pour moi d'animer ce webinaire aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux intervenantes de qualité, Aline Léger du groupe SMCP et Sabrina Huet du cabinet Juliette Sterwen. Mesdames, je vais vous laisser vous présenter brièvement avant de démarrer. On peut commencer par vous, Aline, si vous voulez Oui, bien. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aline Léger, je suis directrice des projets de transformation finance pour le groupe SMCP. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Sabrina Huet, je suis consultante chez Juliette Sterwen, où j'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation autour de la facturation électronique. J'ai acquis une bonne dizaine d'années d'expérience sur le sujet, tant du côté public que du secteur privé. Merci mesdames. Donc bon, moi de mon côté, je suis manager au sein du cabinet Juliette Sterwen. Ça fait quelques années que je suis d'assez près le sujet de la réforme de la facturation électronique. J'ai également récemment travaillé pour une grande maison de luxe française sur un sujet d'optimisation du processus P2P. Sans plus attendre, bon, je vous rappelle les objectifs de ce webinaire. Donc nous aborderons le contexte et les enjeux relatifs à cette réforme. Nous partagerons les étapes à ne pas rater pour bien réussir votre projet de mise en conformité. Nous aurons bien sûr le retour d'expérience d'Aline et du groupe SMCP. Et enfin, on prendra quelques minutes pour répondre à toutes vos questions en fin de webinaire. Sabrina, je te laisse la parole. Allez, c'est parti, merci Mehdi. Pour bien comprendre en fait ce qui se joue avec la réforme de la facturation électronique en France, il faut déjà d'abord élargir un peu le cadre. Cette réforme, c'est pas un ovni réglementaire. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large portée par l'Europe, le projet VIDA pour Veit in Digital Age, adopté le 11 mars 2025 et d'ailleurs publié assez récemment là dans les derniers jours. VIDA en fait vise à moderniser la TVA à l'échelle européenne en s'appuyant sur la facturation électronique et la transmission en temps réel des données. L'enjeu principal, évidemment, lutter contre la fraude à la TVA, qui représente des milliards d'euros chaque année. Et les résultats sont là, on l'a vu, l'Italie en Europe a été un des premiers à mettre en place la facturation électronique et ça a permis de récupérer plusieurs milliards. Et même constat en Amérique latine, qui avait été également précurseur. La France, à son tour, déploie donc sa réforme avec un cadre ambitieux et un calendrier désormais très concret. En France, l'échéance est fixée à septembre 2026 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en réception. Et également en émission pour les grandes entreprises et les ETI. Puis là, on a un déploiement progressif sur l'émission des factures pour les PME-TPE en septembre 2027. Mais attention, ce n'est pas qu'une contrainte réglementaire, c'est surtout un levier stratégique à la fois pour l'État ainsi que pour les entreprises. Pour l'administration fiscale, les objectifs sont très clairs. Réduire la fraude grâce à la transmission automatique des données, pré-remplir à terme la déclaration de la TVA et mieux piloter l'activité économique en temps réel. Et pour les entreprises, au-delà de la conformité, c'est surtout l'opportunité de gagner en productivité, d'automatiser les processus et de renforcer leur compétitivité, à condition bien sûr de se préparer sérieusement. Regardons d'un peu plus près le périmètre de cette réforme.
Elle repose sur 2 piliers que vous connaissez certainement déjà pour la plupart, donc je vais aller assez vite. Le invoicing, il concerne toutes les transactions entre entreprises françaises assujetties à la TVA. On appelle ça également le B2B domestique. Business to business et domestique parce qu'en France. Concrètement, l'envoi et la réception des factures devront se faire au format électronique via une plateforme immatriculée. Évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle, et en France, on est assez fort pour ça, qui figurent notamment aux articles 261 du CGI. Le e-reporting, le deuxième pan, là, on parle des opérations qui sortent du cadre du B2B domestique. Donc, les ventes B2C, les transactions internationales et les encaissements. Ces données, elles, devront elles aussi être transmises à l'administration via votre plateforme. L'un ne va pas sans l'autre et les deux impliquent une refonte évidemment de vos process internes. Et justement, parlons format. C'est l'un des points clés de la réforme. La facture PDF, même signée, ne suffira plus. Il faudra désormais produire des factures dans des formats structurés tels que l'UBL, le C2I ou bien un format mixte comme le FactureX. Ce dernier combine un PDF lisible et des données XML structurées exploitables par les systèmes. C'est un vrai changement de paradigme, hein. On ne transmet plus un visuel, mais de la donnée. Et cela demande un alignement entre les outils de facturation, les ERP, également vos SI comptables. Pour orchestrer tout ça, la réforme s'appuie sur ce qu'on appelle un schéma en Y. En pratique, vas-y, je pense que tu peux passer parce qu'il y a une petite animation qui n'est pas forcément adaptée. En pratique, les factures ne circuleront plus de façon directe entre les clients et les fournisseurs. Elles passeront par une plateforme de démat partenaire choisie par l'entreprise. Aujourd'hui, on a à peu près 87 plateformes qui ont été immatriculées. Vous ne pourrez donc plus envoyer vos factures directement à vos clients et une extraction de vos factures et de vos e-reporting redescendront systématiquement vers la DGFiP via le portail public de facturation, dit aussi appelé PPF. C'est ce schéma qui garantit à l'administration une vision complète des transactions tout en laissant une certaine agilité aux entreprises dans le choix des outils. En effet, vous êtes libre totalement de choisir la PDP que vous souhaitez. Vous pouvez même en choisir plusieurs si vous le souhaitez en fonction de vos particularités. Regardons ensemble un exemple assez concret de e-invoicing. Donc effectivement, ici, par exemple, je vais éditer ma facture au format FactureX. Je vais la déposer soit de manière automatique, soit manuellement sur votre PDP. Et la PDP va envoyer directement la facture à votre client via sa PDP que lui aura choisie. Il pourra la recevoir, la traiter et effectivement indiquer un certain nombre de statuts que vous pourrez recevoir en retour. Votre PDP pourra à ce titre envoyer à l'administration fiscale l'extract de votre facture et puis également chacune des PDP enverra à l'administration fiscale les statuts obligatoires tels que le rejet, l'encaissement, etc. de votre facture. Ça, c'est quand je suis dans une transaction de facture entre deux entreprises françaises. Regardons le deuxième cas sur le e-reporting qui peut vous concerner surtout quand on fait du retail. Sur le deuxième cas, effectivement, vous allez être dans vos magasins. Vous allez éditer, par exemple, votre ticket de caisse. Votre ticket de caisse, effectivement, va être envoyé directement sur votre PDP, soit via les tickets Z, etc. Votre PDP va concentrer l'ensemble de ces tickets Z sur une période donnée et l'envoyer directement à l'administration fiscale. Donc, effectivement, là, c'est beaucoup plus simple. Et puis, enfin, sur vos opérations qui sont exonérées, là, vous n'avez aucune obligation liée à la facturation électronique. Vous pouvez continuer, comme aujourd'hui, à les envoyer via le circuit que vous aurez choisi. On peut passer dans le secteur de la mode et du luxe. Effectivement, ce schéma prend une toute autre dimension. On est sur un terrain à forte complexité opérationnelle. D'abord, la multiplicité de flux. Vous faites beaucoup de ventes B2B, vous faites du B2C, de la marketplace, du magasin en propre, de la franchise. Bref, vous avez des particularités qui effectivement ajoutent une complexité. Ensuite, vous avez une présence à l'international forte avec des partenaires aux 4 coins du monde, ce qui n'est pas le cas de toute entreprise. Vous avez souvent des SI aussi éclatés parce que vous avez du multi-enseigne, du multi-marque, parfois issu de rachats et de fusions. Et ça va également rajouter une complexité.
Et enfin, des exigences d'image et de marque de service client élevées. Impossible de se permettre une rupture dans la chaîne de facturation. Vous allez me dire comme tout autre secteur. Mais effectivement, dans le secteur de la mode et du luxe, vous avez une exigence d'image extrêmement forte qui, effectivement, ajoute une énième complexité. Autrement dit, dans la mode et le luxe, la facturation électronique, ce n'est pas un simple projet IT, c'est un projet stratégique qui touche à la fluidité, à la performance financière et à la promesse client. Avant de rentrer dans le concret du projet et de voir comment SMCP a abordé cette réforme, je vous propose de faire un petit détour par l'univers de la maison. Aline, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur SMCP, son périmètre, ses marques, ses enjeux spécifiques et peut-être aussi ce qui rend le groupe un peu unique dans le paysage du luxe accessible? Merci Sabrina. Alors oui, un peu de contexte. Donc SMCP est un acteur du marché du luxe accessible avec un portefeuille de 4 marques parisiennes uniques qui sont Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 49 pays, le groupe comprend plus de 1600 points de vente à travers le monde. Nous réalisons plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires avec 6600 collaborateurs. Et 90% de notre chiffre d'affaires est réalisé en retail. On est des retailers. Voilà, je crois que j'ai posé le paysage. Alors, par rapport à cette... Oui, Sabrina? Justement, si on revient un peu en arrière, comment est-ce que vous avez démarré ce projet de réforme chez SMCP en 2023? Quels ont été les premiers déclencheurs et comment vous avez structuré la phase amont? Alors, on s'est penché sur le sujet dès mars 2023 à l'initiative du directeur fiscal qui nous a alertés sur cette réforme fiscale en nous disant attention, cette réforme fiscale a surtout des impacts au niveau de l'organisation de la comptabilité, mais même voire au niveau de l'organisation de la société. Donc, j'ai pris le point. J'ai commencé déjà à assister au Forum national de la facturation électronique pour comprendre les contours de cette réforme et les impacts. Et puis, ça m'a permis également d'échanger avec des pairs, des éditeurs, des cabinets de conseil. Après avoir appréhendé cette réforme, on a tout de suite défini une gouvernance projet pour commencer à travailler et à réfléchir sur comment on allait aborder cette réforme. Donc, on a mis en place un comité de pilotage mensuel depuis juin 2023 avec, dans l'équipe projet, on a en sponsor notre directrice administrative et financière et dans l'équipe, on retrouve la directrice comptable, le directeur fiscalité et différents responsables IT. La première décision de ce comité de pilotage, de cette équipe projet, on s'est dit, bon, cette réforme arrive, on n'a pas encore les clés pour savoir exactement comment on va l'aborder, mais par contre, il faut qu'on commence à sensibiliser les acteurs parce que beaucoup de monde va être impacté dans l'entreprise. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réunion d'information qui s'est adressée à la fois aux équipes comptables, France et Europe, parce que le sujet de facturation électronique n'est pas que France, finalement, il est en train de se mettre aussi en place dans l'ensemble des pays d'Europe. Et on a aussi invité les équipes IT sur ce sujet-là pour que chacun prenne conscience des évolutions qui allaient leur être demandées dans les mois et dans les années à venir. Et puis, on a également fait appel à Juliette Sterwen pour nous accompagner à y voir un peu plus clair, parce qu'il est vrai qu'on ne savait pas trop par quel bout prendre ce sujet. Merci Aline, c'est très clair. Et si on avance un peu dans le projet, qu'est-ce que vous avez appris de ces premiers mois? Quelles ont été les bonnes surprises, peut-être les leviers d'optimisation que vous avez identifiés? Et à l'inverse, où se sont logées les premières complexités? Alors, donc très vite, on a compris que la mise en place d'un PDP allait changer notre organisation. Donc on s'est dit, si on change notre organisation financière, comptable, si on change, c'est pour mieux. Tant qu'à faire, profitons-en pour réduire les tâches sans valeur ajoutée. Donc, très vite, on s'est dit, pour rendre ce projet vertueux, rentable et que ce ne soit pas juste une lourdeur administrative, posons-nous les bonnes questions. Et puis, donc, très vite, voilà, cette stratégie a été dessinée chez SMCP. Et puis, l'autre point, c'est qu'on a regardé un peu ce qu'on avait, quels étaient les cas d'usage chez nous. Et on s'est également aperçu qu'on en avait beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, Sabrina, il y en a des marketplaces, des nouveaux business, vous savez, la location, la seconde main, des partenaires des fois un petit peu exotiques. On développe aussi beaucoup de services omnicanaux qui apportent de la complexité entre des activités, des business faits dans des brick and mortar et d'autres faits dans du digital. Ce n'est pas les mêmes systèmes d'information. Voilà. Et évidemment, étant des retailers, le ticket de caisse, le e-reporting est un sujet primordial pour nous.
Donc, Juliette nous a aidé à cartographier nos flux. Et ça, c'était important. Ça nous a permis de faire un état de la situation dans laquelle on était. Ils nous ont accompagnés à identifier les spécificités et les points qu'il va falloir traiter de manière plus spécifique, les points qui peuvent peut-être poser problème, plus compliqués. Et puis, ils nous ont aussi donné une feuille de route pour justement que l'on travaille à améliorer, à adapter nos process actuels. Bon, ce qu'on voit bien à travers ce premier témoignage, c'est que la réussite du projet tient autant à l'anticipation qu'à la coordination. Je vous propose maintenant un éclairage un peu plus structuré sur les facteurs clés de réussite pour se préparer à la réforme. L'objectif est de vous aider à poser les bons diagnostics et à structurer votre feuille de route, quelle que soit votre taille ou même votre secteur. Première étape, si tu veux bien passer la slide. Première étape, évaluer votre capacité actuelle à intégrer les obligations réglementaires. Il ne s'agit pas seulement d'émettre des factures électroniques, mais bien de maîtriser un ensemble de dimensions techniques, organisationnelles et fiscales. On peut les regrouper en 7 grands axes. D'abord, la complexité de votre activité. Selon que vous facturez en B2B France, à l'international, du B2C, du B2J, les contraintes changent. Ensuite, les formats des factures. Quels sont ceux que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez des formats structurés, UBL, FactureX, etc. Ou est-ce que vous faites du PDF, du papier, de l'EDI? Comment intégrer les données obligatoires? Donc ça, il va falloir effectivement se poser dessus. Ensuite, le volume des factures. Plus il est élevé, plus les enjeux d'automatisation, d'architecture et de capacité sont importants. Et aussi, ça déterminera le choix de votre PDP en fonction de votre volume. Le nombre de cas d'usage. Avez-vous des situations spécifiques? Est-ce que vous faites des acomptes, de la sous-traitance, etc. Ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on va encore un peu plus loin dans la présentation en reparler, mais c'est effectivement très important d'évaluer un peu le nombre de cas d'usage que vous avez aujourd'hui. Ensuite, la maturité des process financiers. Est-ce que vos circuits sont déjà standardisés, intégrés, hétérogènes ou au contraire très homogènes? Ça va ajouter encore une fois une autre dimension. Et le budget alloué. Disposez-vous d'une enveloppe adaptée pour adapter vos outils et former vos équipes. Souvent, c'est très souvent sous-estimé dans beaucoup d'entreprises, le budget alloué à la réforme. Ce n'est pas encore une fois qu'un sujet IT, et même sur la dimension IT, il est souvent sous-estimé. Et puis les ressources disponibles, internes ou externes, humaines ou techniques, ce point est également souvent sous-estimé. Cette analyse permet d'objectiver les efforts à fournir et de déterminer vos priorités. La réussite du projet, elle repose sur une gouvernance transversale, car les impacts concernent l'ensemble de l'organisation. En interne, on va avoir les équipes fiscales et juridiques pour qualifier les règles de la TVA, le mandat, valider les mentions réglementaires, les équipes comptables côté clients et fournisseurs qui connaissent les flux concrets, les équipes métiers, notamment les achats, car la réforme modifie leurs pratiques, la DSI qui pilote les impacts sur les outils, les flux, les référentiels, les interfaces, et puis en externe, les experts comptables qui peuvent vous accompagner, souvent les PME-TPE, les éditeurs de logiciels et les intégrateurs qui doivent adapter évidemment leurs solutions en place, les cabinets de conseil qui accompagnent la structuration du projet, et les instances publiques telles que la DGFiP et la IFE pour interpréter les spécifications externes et sécuriser les choix. Il est donc essentiel d'avoir une direction de projet claire et un pilotage fort et de ne pas sous-estimer finalement la coordination. La base de tout, c'est d'identifier précisément les flux de facturation que vous traitez. On en a parlé, cela suppose de cartographier les flux entrants et sortants. Ce sont souvent et surtout les sortants, parce que c'est là où effectivement la complexité va être importante pour les formaliser. Ce sont souvent des outils et des processus différents suivant les typologies. Il va falloir distinguer les types de factures. Est-ce que vous faites de l'achat direct, des frais généraux, des prestations de services, etc. Qualifier le cadre réglementaire. Est-ce que vous faites de l'autoliquidation, de la sous-traitance, des acomptes, des mandats, de l'export? Tout ça, il va falloir le qualifier et vérifier la complétude des mentions légales sur les facturations sortantes.
Il va falloir également faire le lien entre vos flux et les cas d'usage qui ont été définis par la DGFiP. Aujourd'hui, on en compte à peu près 36, mais peut-être que ça a été amené à augmenter avec les travaux AFNOR qui sont en cours. Ce travail de cartographie permet de maîtriser les impacts à venir, mais aussi d'anticiper les besoins fonctionnels et techniques. Tous les cas d'usage ne seront pas pris en charge d'une façon uniforme par les PDP. On distingue 3 catégories. Les cas qui vont être sans impact opérationnel, mais qui ont un intérêt fiscal et comptable fort, par exemple les notes de débit. Ces flux ne passent pas forcément par les PDP, mais doivent être traçables. Les cas classiques qui sont pris en charge automatiquement par les PDP, la logique repose sur l'identification automatique du cas d'usage via des métadonnées qui sont dans la facture. Et puis les cas complexes. Et là, ces cas complexes-là, parfois, ils cassent les process standards, souvent quand on a des tiers dedans. Les tiers mandatés, la sous-traitance, l'autofacturation. Ces cas, ils nécessitent souvent des développements spécifiques et une coordination étroite entre les métiers, les systèmes d'information, les partenaires et les plateformes de démat partenaires. Et ces cas-là ne sont pas toujours pris en compte par les PDP, ou en tout cas pas de la même manière. Il faudra donc hiérarchiser les cas d'usage selon leur complexité et anticiper le choix d'implémentation selon vos flux. Donc vous le voyez, se préparer à la réforme, ce n'est pas seulement un sujet technique ou réglementaire, c'est un véritable projet de transformation. Et quand on observe les démarches engagées par les entreprises, on constate une grande hétérogénéité. C'est ce que je vous propose de synthétiser dans cette slide à travers quelques bonnes pratiques et points de vigilance clés. D'abord, le niveau de maturité sont très variables. On a certaines entreprises qui en sont encore qu'à la prise de conscience et d'autres qui ont déjà engagé des travaux de cartographie détaillés, qui ont déjà choisi leur PDP, qui sont même dans la mise en œuvre. Ensuite, les approches divergent. Il y a celles qui demandent une prise en charge globale et d'autres qui avancent de manière incrémentale en priorisant certains cas d'usage. Il y en a qui sont bien avancés, qui ont souvent mené un vrai travail de cartographie, qui ont identifié les cas d'usage pertinents et effectivement ça leur a permis de mieux anticiper les impacts techniques, fonctionnels et surtout fiscaux. Justement, l'impact sur la TVA est un point parfois sous-estimé, mais qui peut avoir de vraies conséquences, notamment sur l'autoliquidation, les acomptes ou les flux internationaux. Donc, c'est un sujet souvent qu'il faut prendre en compte avec des avocats fiscalistes. Enfin, cette réforme touche un peu à tout, les données, les outils, les process. Il faut donc éviter une approche uniquement IT et bien embarquer les métiers, la finance, les achats, ainsi que les juristes et les fiscalistes. Bref, ce n'est pas juste une mise en conformité, c'est une occasion de revisiter ces processus, de gagner en qualité de données et potentiellement en performance. On l'a vu, la préparation est un véritable chantier et la réforme demande une vision d'ensemble. Chez SMCP, vous avez démarré tôt, Aline, avec une bonne anticipation. Avec le report, vous avez eu le temps de consolider votre approche. Comment avez-vous transformé ce report qu'on a vécu l'été il y a 1 an et demi en opportunité pour avancer plus sereinement et structurer davantage votre démarche? Alors justement, la machine était lancée. Pour rappel, on avait pris le sujet en main en mars 2023. On avait fait une première communication aux équipes comptables et IT en juin 2023. Et pouf, en 31 juillet 2023, on nous annonce un décalage de la réforme. Donc la machine était lancée. Moi, je voulais rester sur cette dynamique. Par ailleurs, on avait quand même aussi on était en finalisation d'un premier audit de Juliette Sterwen sur la cartographie de nos flux. Donc on avait une feuille de route de pré-travaux à mener en interne. Donc, on l'a plutôt pris comme une opportunité en disant c'est super, on va pouvoir continuer, se mettre un peu moins la pression, avoir un peu plus de temps pour faire nos travaux de nettoyage, de mise en conformité en interne pour se préparer à pouvoir se brancher à un PDP demain. Et on va prendre le temps de bien le faire et aussi d'aller un peu plus dans le détail sur les tâches sans valeur ajoutée qu'on pourrait améliorer. Donc, on a évité l'approche initiale qu'on avait prévue, qui était un peu quick and dirty. Allons-y vite fait pour que ça marche et qu'on rentre. Là, on s'est dit, prenons le temps de faire les choses correctement. Et puis, évidemment, aussi, on fait tout ça en interne. Ça nous a permis aussi de faire des économies et de ne pas passer par des prestataires pour se faire accompagner sur
pré-travaux aussi. Vous avez mentionné l'importance d'embarquer les équipes dans la durée. Oui. Justement, comment avez-vous mobilisé les différentes parties prenantes, internes comme externes, pour créer une dynamique autour du projet et garantir son succès opérationnel? Alors, dès le départ, de toute façon, notre CFO est très impliqué. C'est notre sponsor. Elle est très moteur sur ce sujet-là. Elle a conscience des bénéfices qu'on va pouvoir en retirer. On montre donc en fait, c'est quand même une gestion du changement assez importante, aussi bien pour les équipes comptables, puisque certains comptables ne vont plus avoir le même job, vont quand même être fortement impactés. Et puis également, il va falloir aussi qu'on explique à l'ensemble de la société que maintenant, ils ne vont plus recevoir les factures en direct, ils vont plus recevoir leur PDF de leur partenaire. Donc, il y a une vraie conduite du changement qui doit être menée, et pour ça, il y a beaucoup de communication, d'échanges avec les différentes parties de l'entreprise, différents services. Et puis, dans l'animation, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait des points d'avancement réguliers aux équipes comptables. Suite, donc, justement, on leur a donné la synthèse du premier audit avec la cartographie des flux, la feuille de route, comment on a dressé cette feuille de route, comment on la retranscrivait en sous-projet et avec un planning. Et puis, en février 2025, récemment, on a fait un kick-off avec la comptabilité en disant, c'est bon, on a bien avancé sur nos pré-travaux, on sait où on va, on sait exactement ce qu'on veut. Donc, 2025, on choisit le PDP et on change les organisations, on fait évoluer nos systèmes d'information. Donc, voilà, c'est maintenir la communication tout au long de ce projet qui, finalement, s'inscrit sur la durée. Et dans cette dynamique de mobilisation, on le voit bien, on comprend que la réforme dépasse largement la simple mise en conformité. Comment avez-vous saisi cette opportunité pour repenser et optimiser vos process internes? Alors, justement, concrètement, donc là, c'est vraiment les travaux qu'on a fait en 2024, qu'on a lancé en 2024 et que tout le monde peut faire sans attendre quoi que ce soit. C'est déjà nettoyer le référentiel fournisseur parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on le qualifie mieux. On a aussi dépoussiérer nos templates de facture où on n'avait pas forcément toutes les mentions. Vous savez, dans la réforme, il est demandé de savoir si on fait des ventes de marchandises ou de prestations de services ou les deux. On n'avait pas cette information-là. Ça ne remontait pas. Donc là, on l'a rajouté. On a également, l'IT a défini une architecture IT robuste en disant voilà la stratégie et la politique et les guidelines IT. Comment on veut que le futur PDP se connecte avec notre système d'information. Et puis, en réfléchissant à tous les moyens de gagner en efficacité, on s'est quand même dit qu'aujourd'hui, on n'avait pas de portail fournisseur et que c'était un aimant, un basement, un socle qui était très important parce que si on enrôle mal le fournisseur, on ne pourra pas communiquer avec le PDP et l'administration. Donc, en fait, il faut qu'on soit sûr et qu'on ait un enrôlement fournisseur qui soit très robuste et très efficace. Et puis, on a aussi continué à identifier les tâches sans valeur ajoutée et à identifier tout ce qu'on veut ajuster demain dans notre futur système. Donc, vraiment, on ne veut pas que le PDP soit juste une contrainte, un outil en plus qu'on vient mettre dans notre organisation. On veut l'intégrer dans notre organisation et gagner en efficacité et améliorer nos process et notre organisation. C'est un vrai, pour nous, levier de transformation. On ne veut pas que cette contrainte réglementaire soit juste une contrainte. Et justement, quand on parle d'optimisation, cela passe aussi par des choix assez structurants. Comment avez-vous abordé la question de l'architecture cible pour qu'elle soit à la fois simple, robuste et efficiente? Alors, sur ce sujet-là, chez SMCP, on a déjà un peu de chance. C'est qu'on a un ERP comptable qui est unique à l'échelle monde, qui est déployé dans 100% de nos sociétés, donc avec un référentiel fournisseur commun et un plan de compte unifié. Et également, on a aujourd'hui un OD qui est déployé en France, en Europe et aux US. Donc, on est très chanceux, notre organisation assez centralisée, assez simple, et on veut garder cette logique, cet avantage concurrentiel d'avoir une organisation assez simple et assez commune à toutes les sociétés. Parce que, comme on disait en début de ce webinaire, la réforme
il y a une réforme française de l'invoicing, mais il y a aussi une réforme dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, on veut choisir un partenaire qui va pouvoir nous accompagner dans le monde entier. On veut faire un projet France qui va pouvoir après s'ajuster avec l'ensemble des pays, dans l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. Et on veut éviter surtout les usines à gaz. On n'a pas envie d'avoir un système de plus avec des interfaces, vérifier que les interfaces fonctionnent ou ne fonctionnent pas. On veut faire quelque chose de simple et d'efficace. Voilà, et on veut un peu intégrer tout ça de manière en une seule vague, de manière optimale. Ouais, pour terminer, on va maintenant revenir avec vous, Aline, sur les enseignements que vous avez tirés de votre démarche, les choix stratégiques que vous avez posés et les premières actions que vous avez engagées. Alors, comme je vous expliquais, on a une organisation assez centralisée, donc très vite, on s'est dit, nous, on veut un PDP unique centralisé. Ça a été, voilà, ça a été le choix. On veut faire simple, on veut faire standard, on veut le moins de complexité technique possible et réglementaire à gérer parce que le monde est déjà assez compliqué, donc il faut qu'on soit efficace et on veut surtout se faciliter aussi le coût, comme disait Sabrina, c'est un coût euro, mais c'est un coût homme aussi qui est très important. Donc, on veut bien mener un projet France, mais après, et la réglementation française, la réforme française a l'air la plus complète par rapport aux autres pays européens. Donc, le déploiement des autres pays européens, on veut que ce soit des ajustements. On veut juste faire des petits ajustements, mais on ne veut pas refaire un projet pour la Belgique, pour le Luxembourg et pour tous les autres pays. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on cherche un acteur unique et qui est capable de nous accompagner sur l'ensemble de nos pays. On veut garder une organisation cohérente et simplifiée. Et puis, voilà, on veut optimiser nos ressources. Donc, vraiment, tout est... chaque question qu'on se pose, c'est comment j'optimise, comment je fais le plus simple possible. Oui, j'ai présenté tout à l'heure les grands principes pour se préparer à la réforme, mais ce qui est sans doute le plus précieux, c'est votre retour d'expérience chez SMCP. Quelles ont été, en synthèse pour vous, les étapes clés à poser dès le lancement du projet? Ce qui est primordial et ce qui est très très long à faire, c'est fiabiliser, remonter en qualité nos données. Les référentiels clients et fournisseurs, c'est long, c'est pénible, on a des doublons. Il faut on se pose des questions, voilà. Donc c'est long, c'est pénible. On l'a commencé dès l'automne 23. On prend le temps. Alors, comme je vous disais, on n'a pas pris de ressources en plus. On fait ça, nos comptables qui ont déjà des jobs bien chargés font également cette montée en qualité en plus au cours de leur travail, au cours de leur année. Donc, ça prend du temps, c'est long, mais c'est primordial. On a également aussi nettoyé nos bases, profiter pour nettoyer et puis normer nos bases. On a aussi formé l'IT, puisque entre un IT et un fiscaliste, la communication, on est quand même sur deux experts qui ont des métiers très, très éloignés. Donc, c'était important d'expliquer aux gens de l'IT qu'est-ce qu'une déclaration de TVA, qu'est-ce que la TVA sur les débits, la TVA collectée. Donc voilà, il y a tout ce background à mettre en place. Et puis, on reste quand même, on est en veille très active sur le marché, puisque c'est un nouveau marché avec des nouveaux acteurs. La réglementation, elle n'est pas encore sèche, il y a des choses qui changent encore régulièrement. Et on veut rester agile et mettre en place la meilleure organisation. Donc évidemment, on est à l'écoute de toutes les bonnes pratiques du marché qui sont en train de se mettre en place. Et puis, comme je vous disais, c'est quand même une conduite du changement à mener. Donc, il faut en permanence défendre le principe que ce n'est pas qu'une réforme fiscale avec un coût supplémentaire. Il y a des vraies opportunités de gains qu'il faut valoriser en interne pour que ce projet soit défendu, soit écouté et soit pris en compte à sa juste valeur. Donc, on communique beaucoup aussi bien avec les équipes comptables, mais également avec les autres départements pour leur montrer l'intérêt de gagner en efficacité, que ce n'est pas simplement une contrainte technique. Et puis évidemment, pour justement dans ce nouveau monde du PDP, ça nous a paru important de se faire accompagner par des experts pour justement qui ont leur réseau, leurs connaissances, de retour d'autres clients pour nous donner les bons conseils, les bons tips et choisir la meilleure organisation, les meilleurs outils possibles pour SMCP. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très concret. On voit bien que derrière cette réforme, il y a des vrais enjeux d'anticipation, de structuration.
Pour synthétiser, on peut retenir peut-être 5 grandes étapes clés pour bien démarrer. Déjà, lancer le cadrage du projet. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment, dépêchez-vous. Il ne reste plus que 18 mois, ça va défiler très très vite. En définissant une gouvernance claire, une feuille de route et identifier les différentes parties prenantes. Cartographier vos flux de facturation, identifier tous les circuits que vous avez B2B, B2C, l'interco également, l'international, et détecter les blocages et les optimisations possibles. Nettoyer, standardiser vos données, je ne dirai pas assez, Aline a largement insisté dessus, mais demain, si votre base client, elle n'est pas propre, tout simplement, vous ne pourrez plus envoyer votre facture si effectivement votre client n'est pas dans l'annuaire centralisé. Donc, ça risque d'être un peu compliqué sur la partie B2B domestique. Et puis, anticiper le choix technologique, cartographier vos besoins fonctionnels. Encore une fois, le choix d'une PDP, il y en a 87. Ils ne proposent pas tous les mêmes services. Donc, faites vraiment une cartographie de vos besoins fonctionnels. Comparez les PDP et évaluez leur impact sur l'organisation. Et puis, sensibiliser et mobiliser les équipes. Ça, évidemment, la conduite du changement, ça se fait du début du projet jusqu'à la fin du projet, en expliquant les enjeux, les bénéfices que vous allez en tirer et assurer tout au long du projet, évidemment, une communication. Donc, voilà. Si je peux revenir juste sur la partie PDP, effectivement, je vous le disais, il y a des choix assez importants de type de PDP. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a vu certains clients aller voir un peu toutes les PDP et puis finalement regarder ce qui se faisait de mieux chez chacune d'entre elles et faire un cahier des charges extrêmement complexe avec un peu un mouton à 5 pattes. Ça, effectivement, derrière, qu'est-ce que ça génère? Ça génère tout simplement du no-go de la part des PDP quand le dossier est jugé trop complexe ou incomplet. Si vous n'avez pas les volumes des factures, vous n'avez pas la cartographie de vos flux de facturation, aujourd'hui, beaucoup de PDP ne répondent même plus ou en tout cas font du no-go. Donc, vraiment, je vous engage, ils reçoivent énormément de cahier des charges en ce moment, le volume est assez important. Encore une fois, 87 PDP pour presque 4 millions d'entreprises, c'est peu de PDP en réalité, encore une fois, qui offrent des services différents. Donc, je vous engage vraiment à avoir un cahier des charges à la fois très efficace et ne pas ajouter toutes vos complexités et de ne pas faire porter par la PDP tout ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui. Une PDP, ce n'est pas un outil si magique que ça. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Voilà sur les derniers enseignements, ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup, Sabrina. Merci pour cette précision. Merci, Aline, pour votre retour d'expérience. Donc, on voit bien, la réforme n'est pas qu'une contrainte réglementaire. Enfin, ne doit pas être qu'une contrainte réglementaire, mais une opportunité d'optimiser l'organisation. On va prendre vos questions, si vous en avez. Vos questions, aussi bien à Sabrina qu'à Aline. Vérifie. Alors, en attendant qu'il y ait quelques questions, en tout cas, on vous remercie tous pour votre attention. Ce qu'on peut retenir avec l'exemple de SMCP, c'est que dans un secteur comme la mode et le luxe, où finalement, vous avez une agilité, une réactivité et une excellence opérationnelle qui évidemment sont clés, la réforme, elle peut devenir un vrai levier de transformation. C'est vraiment une opportunité, comme le disait Mehdi, de structurer vos flux, de fiabiliser vos données, de mieux connecter les équipes autour d'un objectif commun aussi, d'adapter, d'avoir des process plus homogènes au sein de vos entreprises. Bref, à chacun de s'approprier le sujet à son échelle, avec méthode, mais surtout sans attendre, parce qu'effectivement, il ne reste plus que 18 mois et quand bien même... effectivement, vous pouvez entendre des informations contradictoires, voire certains qui espèrent un report de la réforme. Aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement a redit d'une façon assez récente qu'effectivement, il souhaitait maintenir ce calendrier. Donc, n'attendez plus, surtout n'attendez plus. Écoutez, si on n'a pas de questions, c'est parfait, c'est qu'on a été très clair.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous propose de s'arrêter là, du coup. On va vous libérer. Merci à tous pour votre participation. Et très bonne continuation à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.